fois où je crois que c'était... J'arrivais, moi j'ai quitté la Belgique en 73. Par une nuit d'été à Paris, des dizaines de milliers de voix chantent à l'unisson. Sur scène, Nicolas Sirkis, icône du rock français, incarne depuis plus de 40 ans une génération entière. Tout semble lumineux, maîtrisé, presque mythique. Pourtant, derrière cette lumière, une zone d'ombre demeure intacte. 3 enfants, 3 vies, presque aucune image, aucun témoignage, un silence soigneusement entretenu. Alors une question s'impose, cette discrétion extrême est-elle une forme de protection ou le poids invisible de la célébrité? Qu'est-il réellement arrivé aux 3 enfants de Nicolas Sirkis, élevés loin des projecteurs, mais au cœur d'une légende? Au début des années 1980, la France découvre un groupe au son nouveau, aux textes sombres, traversés de romantisme et de révolte. Indochine devient rapidement bien plus qu'un simple phénomène musical. Les salles se remplissent, les albums se vendent par centaines de milliers, les tournées s'enchaînent. Et au centre de cette ascension fulgurante, Nicolas Sirkis impose une silhouette reconnaissable entre toutes, une voix, une écriture, une vision. Les années passent, mais le succès ne faiblit pas. Là où beaucoup de groupes disparaissent avec leur génération, Indochine traverse les décennies. Les années 1990 marquent un tournant, le groupe résiste à l'oubli. Puis vient le retour spectaculaire des années 2000, de nouveaux albums, de nouvelles foules, des stades pleins, une reconnaissance critique renouvelée. Nicolas Sirkis devient alors une figure rare, un artiste populaire, respecté, presque intouchable. À l'écran, tout semble parfaitement maîtrisé. Les interviews sont choisies, les mots sont pesés, les apparitions médiatiques restent centrées sur la musique, l'engagement artistique, parfois politique. Jamais sur l'intime, jamais sur la famille. Là où d'autres artistes exposent leurs enfants, leurs couples, leurs fractures, Nicolas Sirkis trace une frontière nette, infranchissable. Dans l'imaginaire collectif, l'image est presque idéale, celle d'un homme fidèle à son groupe, à son public, à ses valeurs, celle d'un artiste qui refuse les compromis. Un père? La question est rarement posée, et lorsqu'elle l'est, la réponse demeure vague, volontairement floue. Pourtant, c'est précisément durant cette période de pleine lumière que naît une autre vie, parallèle, silencieuse, celle de ses enfants. 3 existences qui se construisent loin des flashs, loin des loges, loin des coulisses surmédiatisées. Pas de photos volées, pas de récits de vacances, pas d'apparition lors des grandes cérémonies, un choix assumé, constant, radical. Dans plusieurs entretiens, Nicolas Sirkis évoque brièvement cette séparation entre l'homme public et l'homme privé. Il parle de responsabilité, de protection, de refus de transmettre le fardeau de la notoriété. Pour lui, être célèbre n'est pas un héritage à léguer, c'est un poids à porter seul. Mais cette conviction, aussi sincère soit-elle, soulève une autre question. Peut-on vraiment compartimenter une vie à ce point ? Au fil des années, le contraste devient frappant. D'un côté, un artiste qui chante l'adolescence, la fragilité, les blessures intimes, parfois même la famille absente ou idéalisée. De l'autre, une réalité personnelle totalement verrouillée. Comme si l'homme qui met ses émotions en musique refusait que les siennes deviennent un spectacle. Dans l'entourage professionnel de Nicolas Sirkis, ce choix est connu et respecté. Peu de collaborateurs osent franchir cette ligne. La consigne est tacite, la famille n'existe pas dans l'espace public. Ce silence devient une règle, presque une éthique, et avec le temps, il intrigue autant qu'il protège. Car plus le succès grandit, plus la curiosité s'aiguise. Comment grandit-on quand son père est une légende vivante? Comment construit-on son identité lorsque son nom est associé à des foules, à des hymnes, à une mémoire collective? Et surtout, comment vit-on quand cette réalité est volontairement effacée du récit officiel? À ce stade, rien ne laisse présager un drame. Pas de scandale, pas de rupture publique, pas de conflit exposé. L'histoire semble presque trop lisse, trop silencieuse. Mais l'histoire des familles célèbres le montre souvent. C'est dans les périodes d'apparente harmonie que se préparent les fissures les plus profondes. Car derrière l'éclat, derrière la réussite, se cache toujours une tension invisible, celle que le monde applaudit et ce que l'on tente de préserver à tout prix.
La question n'est donc plus seulement celle du succès, elle devient plus intime, plus dérangeante. Ce silence était-il une protection suffisante ou annonçait-il déjà un moment de rupture inévitable? À la fin des années 1990, alors que la carrière de Nicolas Sirkis semble solidement installée, un événement vient brutalement fissurer l'équilibre qu'il s'était efforcé de maintenir. En juin 1999, son frère jumeau, Stéphane Sirkis, ancien guitariste d'Indochine, meurt à 39 ans, victime d'une hépatite foudroyante. La nouvelle tombe sans avertissement. Pour Nicolas, ce n'est pas seulement une perte familiale, c'est un effondrement intime, silencieux, presque indicible. La relation entre les deux frères avait toujours été complexe, fusionnelle dans l'enfance, artistique au début d'Indochine, puis marquée par la séparation, les tensions, l'éloignement. La mort de Stéphane agit comme un miroir brutal. Elle rappelle à Nicolas la fragilité de toute construction humaine, même celles qui semblent les plus solides. Elle ravive aussi une angoisse profonde, celle de transmettre la douleur, le chaos, l'exposition médiatique à ceux qui l'aiment le plus. À cette époque, ces enfants sont encore jeunes. Ils grandissent dans un contexte paradoxal. D'un côté, un père omniprésent dans l'espace public, adulé, reconnu. De l'autre, un homme profondément affecté, replié, qui renforce encore davantage les barrières autour de sa vie privée. Le deuil ne se vit pas devant les caméras, il se vit dans le retrait, dans la musique, dans le silence. Les années qui suivent marquent un tournant. Artistiquement, Indochine connaît une renaissance spectaculaire. L'album Paradise, en 2002, propulse le groupe vers une nouvelle génération. Les concerts deviennent plus grands, plus intenses. Les stades remplacent les salles. Nicolas Sirkis apparaît plus engagé, plus déterminé que jamais. Mais en coulisses, la séparation entre la scène et la maison devient presque absolue. C'est à ce moment précis que le choix de l'invisibilité familiale se durcit. Plus aucun détail ne filtre. Les journalistes comprennent rapidement qu'il n'y a rien à obtenir. Les questions sur les enfants sont éludées, parfois interrompues. Non par arrogance, mais par une ligne claire, non négociable. Ce n'est plus seulement une préférence, c'est une nécessité. Pourquoi une telle radicalité ? Plusieurs proches évoquent une peur profonde. La peur de l'exposition précoce, la peur du jugement, la peur que le nom Sirkis devienne un fardeau identitaire. Nicolas a vu ce que la notoriété peut faire aux trajectoires humaines. Il l'a vécu, il l'a observé chez les autres. Il sait que la célébrité ne protège de rien, au contraire. Mais cette protection absolue a aussi ses conséquences. Grandir dans l'ombre d'un mythe, tout en étant tenu à l'écart de son récit public, crée une tension particulière. Les enfants ne peuvent ni revendiquer, ni fuir complètement cette filiation. Ils vivent avec un héritage invisible, omniprésent mais jamais nommé, une présence constante mais jamais expliquée. Au fil des années, alors que Nicolas Sirkis multiplie les prises de position sur des sujets sociétaux, la tolérance, la liberté, l'identité, un contraste s'installe. L'homme qui défend la parole, l'expression, la visibilité des différences impose à sa propre famille une règle inverse, celle du retrait. Cette contradiction n'est jamais explicitée publiquement, elle demeure implicite, presque inconfortable. Certains observateurs se demandent alors si ce silence n'est pas aussi une forme de protection pour lui-même, car parler de ses enfants, c'est accepter de montrer une vulnérabilité qui échappe au contrôle artistique. C'est admettre que malgré la maîtrise de la scène, il existe un territoire où l'artiste n'a aucun pouvoir, celui de la transmission, du hasard, des choix individuels. Avec le temps, les enfants grandissent. Ils deviennent adultes dans un monde où leur père est toujours aussi célèbre, toujours aussi scruté. Pourtant, rien ne change. Aucun d'eux ne revendique une place publique. Aucun ne s'exprime sur cette filiation. Aucun ne cherche à capitaliser sur ce nom. Est-ce le fruit d'une éducation réussie ou est-ce le résultat d'un effacement trop bien orchestré ? La question devient alors plus profonde. Ce qui apparaît comme une protection peut aussi être perçu comme une coupure, car en refusant toute exposition, Nicolas Sirkis prive aussi ses enfants d'un récit partagé, d'une histoire racontée, d'une reconnaissance symbolique. Ils existent, mais uniquement dans le cercle privé, comme si leur réalité devait être maintenue hors du temps collectif.
À mesure que les années passent, une chose devient claire. Il n'y a eu pas de scandale, pas de rupture spectaculaire, pas de tragédie visible. La fracture est ailleurs, elle est intérieure, silencieuse. Elle réside dans ce choix radical de dissocier totalement l'homme public du père. Un choix qui, s'il a protégé, a aussi laissé des zones d'ombre impossibles à éclairer. Car on peut cacher des visages, on peut taire des prénoms, mais on ne peut jamais totalement effacer l'impact de la célébrité sur une cellule familiale. La vraie rupture n'est donc pas un événement précis. C'est un processus lent, presque invisible, qui s'installe lorsque le silence devient la seule réponse possible. La question n'est plus de savoir ce qui s'est passé au grand jour, elle devient plus troublante. Que se passe-t-il quand tout est volontairement tenu hors du regard des autres? Et surtout, que reste-t-il à révéler derrière cette façade parfaitement maîtrisée? En réalité, ce que l'on interprète souvent comme un mutisme calculé n'est pas une absence d'histoire, mais une autre manière de la vivre. Chez Nicolas Sirkis, la discrétion familiale ne naît pas d'un événement unique, mais d'une accumulation. Une enfance marquée par une relation fusionnelle avec son frère jumeau, une carrière commencée très jeune, une célébrité précoce, parfois violente, et surtout une conscience aiguë des dégâts que la notoriété peut provoquer sur les êtres en construction. Peu de gens le savent, mais Nicolas Sirkis a longtemps exprimé une méfiance profonde envers le regard public, non pas par peur du jugement artistique, qu'il affronte depuis des décennies, mais par rejet de l'intrusion intime. Pour lui, l'exposition n'est jamais neutre, elle transforme, elle fige, elle enferme. Cette conviction s'est renforcée avec les années, jusqu'à devenir une mine de conduite absolue lorsqu'il est devenu père. Ses 3 enfants ont donc grandi dans un cadre volontairement déconnecté de l'univers médiatique. Leur quotidien n'a jamais été raconté, leur prénom n'a jamais été revendiqué comme un héritage, leur existence n'a jamais servi de prolongement à une image publique. Ce choix, rare dans le monde du spectacle, a façonné leur rapport au monde d'une manière singulière. Contrairement à d'autres enfants de célébrités, ils n'ont pas eu à gérer une notoriété par procuration, pas de pression publique, pas d'attente collective, pas de comparaison permanente avec une figure paternelle idéalisée. Mais cette liberté apparente cache une autre réalité. Grandir dans l'ombre n'efface pas la présence du mythe, elle la rend simplement plus silencieuse, plus diffuse. Dans l'entourage proche, certains évoquent des enfants conscients très tôt de la singularité de leur situation. Ils savent qui est leur père, ils savent ce qu'il représente, mais ils apprennent aussi à ne pas en faire un sujet, comme si cette information devait rester intérieure, presque secrète, une connaissance à manier avec prudence. Avec le temps, chaque enfant développe sa propre manière d'habiter cette filiation. L'un choisit une vie entièrement éloignée de toute sphère artistique. L'autre s'intéresse à des domaines créatifs, mais sans jamais revendiquer publiquement son nom. Le troisième, plus discret encore, semble avoir opté pour une trajectoire presque invisible. Aucun n'a cherché à se positionner comme héritier, aucun n'a revendiqué un récit alternatif. Leur point commun reste le même, le refus de la mise en scène. Cette attitude ne relève pas du hasard, elle est le fruit d'une éducation fondée sur l'idée que l'identité ne se construit pas dans le regard des autres. Nicolas Sirkis a souvent affirmé que la célébrité ne devait pas être transmise comme un capital. Elle est un accident, une conséquence, pas une vocation familiale. En ce sens, ses enfants n'ont jamais été préparés à reprendre le flambeau, mais à s'en tenir à distance. Cependant, cette distance a aussi un prix. L'absence de récit public empêche toute reconnaissance symbolique. Dans une société où l'on existe souvent à travers l'image, le silence peut devenir une forme d'effacement. Les enfants de Nicolas Sirkis existent pleinement dans leur sphère privée, mais restent absents de la mémoire collective, comme si leur histoire ne devait jamais être racontée. Cette situation crée une tension subtile. D'un côté, une protection indéniable, de l'autre, une forme d'isolement narratif. Ils ne sont ni figures publiques, ni totalement anonymes. Ils occupent un espace intermédiaire, inconfortable, où le nom qu'ils portent est connu, mais jamais associé à une parole ou à un visage. Au fil des années, Nicolas Sirkis n'a jamais dévié de cette ligne, même lorsque les réseaux sociaux ont bouleversé les codes de l'exposition, même lorsque la transparence est devenue une norme. Il a maintenu ce choix,
parfois critiqué, souvent respecté. Pour lui, la vérité n'est pas ce qui se montre, mais ce qui se protège. Alors, qu'est-il réellement arrivé à ces 3 enfants? Rien de spectaculaire, rien de tragique au sens médiatique, mais quelque chose de plus rare. Ils ont grandi hors du récit, hors de la légende, hors du mythe. Une décision qui, en apparence, les a préservés, mais qui pose une question essentielle. Peut-on vraiment échapper à l'héritage d'un nom sans jamais le confronter? La vérité n'est donc pas un secret scandaleux, elle est plus subtile. Elle réside dans ce choix radical d'invisibilité. Un choix qui a façonné des vies entières, loin des projecteurs, mais jamais totalement libérées de leur ombre. À la fin, il ne reste ni révélation fracassante, ni drame exposé, ni vérité choquante arrachée au grand jour. Il reste autre chose, plus discrète, plus dérangeante aussi. L'histoire des 3 enfants de Nicolas Sirkis ne se raconte pas par ce qui a été montré, mais par ce qui a été volontairement soustrait au regard collectif. Dans une époque où l'intime est devenu une monnaie d'échange, où les enfants de célébrités héritent parfois d'une notoriété avant même d'avoir une identité propre, le choix de Nicolas Sirkis apparaît presque anachronique. Refuser l'exposition, refuser le récit public, refuser même la curiosité légitime. Ce choix, il l'a maintenu envers tous, les médias, le public, et peut-être aussi envers lui-même. Ces enfants ont grandi sans être des personnages, sans interview, sans légende personnelle. Ils n'ont pas eu à répondre à la question « Que ressentez-vous en tant qu'enfant de… » Cette phrase, si souvent posée ailleurs, ne leur a jamais été imposée. En cela, ils ont été protégés, réellement, durablement. Mais la protection n'est jamais neutre, elle façonne autant qu'elle préserve. Grandir hors du récit collectif, c'est aussi accepter de ne pas exister dans la mémoire publique, de ne pas être reconnu comme partie intégrante d'une histoire que tout le monde croit pourtant connaître. Le public connaît la voix, les chansons, les combats, mais il ignore presque tout de ce qui a été transmis ou retenu dans la sphère familiale. Alors, la question posée au début revient, différemment, non plus comme une enquête sur un événement précis, mais comme une réflexion plus large. La célébrité d'un parent est-elle une bénédiction ou un fardeau pour ses enfants? Dans ce cas précis, elle a été traitée comme un danger potentiel, un risque à contenir, un feu à ne pas transmettre. Nicolas Sirkis a choisi de rompre la chaîne, de ne pas faire de ses enfants des héritiers symboliques, ni de son image, ni de son combat, ni même de son récit. Il leur a offert autre chose, le droit à une existence ordinaire, ou du moins aussi ordinaire que possible. Ce geste, profondément éthique, va à contre-courant de tout ce que le monde du spectacle valorise. Mais ce choix soulève une dernière interrogation. En protégeant autant, n'a-t-il pas aussi effacé? En refusant de raconter, n'a-t-il pas laissé ses enfants seuls face à un héritage invisible, impossible à nommer publiquement? Le silence, lorsqu'il devient absolu, peut-il être vécu comme une liberté ou comme une absence? Rien n'indique que ces enfants aient souffert, rien ne prouve qu'ils aient été privés de quelque chose d'essentiel. Et pourtant, leur histoire interroge, précisément parce qu'elle échappe aux cadres habituels. Elle ne confirme aucun cliché, elle ne satisfait aucune curiosité. Elle résiste. Peut-être est-ce là le véritable message. Dans un monde saturé de récits, choisir de ne pas raconter est un acte fort, presque politique. Nicolas Sirkis, l'artiste qui a tant parlé d'identité, de marginalité, de liberté, a appliqué ces principes à sa propre famille, jusqu'au bout, sans compromis, sans justification publique. Qu'est-il donc arrivé à ces 3 enfants? Ils ont grandi, ils ont vécu, ils ont choisi leur chemin hors des projecteurs. Leur histoire ne se termine pas par une conclusion nette, mais par une ouverture, celle d'un héritage qui n'a pas été imposé, d'un nom qui n'a pas été exploité, d'une célébrité qui s'est arrêtée à la porte du foyer. Et peut-être que la véritable singularité de cette famille célèbre réside précisément là, dans ce refus de transformer l'intime en spectacle, dans cette conviction silencieuse que tout ne doit pas être transmis, montré ou expliqué. Parfois, le plus grand acte d'amour consiste à ne rien laisser derrière soi, sauf la liberté de vivre hors de la légende.